Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour le maintien de votre autonomie. Bonjour et bienvenue à Info Aînés, une série d'émissions où on aborde les réalités des aînés sur notre territoire et les services qui leur sont offerts. Aujourd'hui, on reçoit Richard Fortier de l'Association de l'Action volontaire Appalaches, ou AVA, AAVA, pour nous parler de son organisme. Bonjour, Monsieur Fortier. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous parler de l'origine de votre organisme ici à Thetford Mines? Bon, l'origine de l'AAVA, c'est, comme tout organisme communautaire, l'AAVA, c'est un organisme qui est issu du milieu. C'est-à-dire que des citoyens ont pris connaissance d'une certaine réalité en termes de services qui n'existaient pas sur le territoire et ont voulu pallier à ce manque-là en mettant sur place une organisation pour pouvoir répondre à des besoins qui n'étaient pas répondus. D'accord. À l'origine, soit en 1978, l'organisme fonctionnait conjointement avec la Beauce. Donc, c'était une seule entité. Et puis, avec les années, c'est-à-dire à partir de 1982, la coexistence a pris fin entre les deux territoires pour susciter une meilleure participation dans des territoires respectifs, une meilleure participation de la population. Donc, c'est à partir de ce moment-là, soit en février 1982, que l'Association de l'Action volontaire a été incorporée, qu'elle a tenu son Assemblée générale annuelle, et l'organisme est devenu à ce moment-là un organisme voué strictement aux besoins de la clientèle de la MRC des Appalaches. Et parlez-moi de la mission de l'AVA. Que faites-vous exactement? Bon, la mission de l'AVA, c'est d'offrir des services de support visant à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en perte d'autonomie liées au vieillissement. Donc, ça s'inscrit dans une mission, dans un objectif gouvernemental, le maintien à domicile, parce qu'il est prouvé, évidemment, que de maintenir des personnes à domicile, ça coûte beaucoup moins cher que les mettre dans des institutions. Donc, principalement, c'est là la mission de l'AAVA, c'est-à-dire des services pour favoriser leur maintien à domicile. Mais c'est également un organisme qui vise à susciter la participation bénévole sur le territoire de la MRC des Appalaches. Et bon, depuis sa fondation, même quand c'était avec le territoire de la Beauce, c'était la même mission que vous partagiez. Oui, exactement. Et pouvez-vous nous fournir plus de précisions sur la clientèle cible ou vos usagers de services? OK. Donc, la clientèle desservie par notre organisme, ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus. Également, les personnes en perte d'autonomie liées au vieillissement. C'est-à-dire que ces personnes-là peuvent avoir moins de 65 ans, sauf qu'elles ont une maladie liée au vieillissement. D'accord. Donc, à ce titre-là, évidemment, les personnes peuvent être admissibles à nos services. Quand on parle des maladies qui sont liées au vieillissement, on peut penser à la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a évidemment des personnes qui sont âgées de moins de 65 ans qui ont cette maladie-là. Donc, elles sont admissibles à nos services. On peut penser également aux personnes qui ont la maladie de Parkinson, des personnes qui font de la dégénérescence maculaire, des problèmes rénaux, ainsi de suite. Donc, toute personne qui a une maladie liée au vieillissement peut être admissible à nos services. On offre également des services à la clientèle des proches aidants. Mais ici, j'apporte la précision suivante, c'est qu'on peut être proche aidant d'un éventail de clientèle, de personnes possibles. On peut être un proche aidant d'une personne qui est jeune, qui a un handicap. Mais nos services s'adressent aux proches aidants de personnes âgées.
Donc, le proche aidant peut avoir moins de 65 ans, mais il assure une présence significative auprès d'un proche en perte d'autonomie qui est âgé, lui, de 65 ans et plus. À la demande du ministère, on a commencé il y a plusieurs années à offrir notre service d'accompagnement transport aux personnes qui ont obtenu un diagnostic de cancer. OK. Et puis, on offre notre service de popote roulante à des personnes qui sont en convalescence pour la durée de leur convalescence. Donc, ça fait le tour des personnes qu'on dessert par le biais de nos services. OK, c'est quand même assez large. Oui. Et ensuite, les services que vous offrez plus en détail là, pour les téléspectateurs, qu'est-ce que l'AVA fait exactement? Encore là, on offre un éventail de services qui sont assez nombreux. On offre un service de popote roulante, c'est-à-dire que c'est un service de repas chauds qui sont livrés à domicile par des ressources bénévoles. Donc, nous, on offre à notre clientèle des repas qui sont équilibrés, qui tiennent compte de certaines de leurs particularités. Donc, on pense notamment aux personnes qui sont diabétiques. Donc, on ajuste notre menu en conséquence lorsque la personne a une telle maladie. Le service de popote roulante, finalement, est offert parce que les personnes à un certain âge n'ont plus le goût de se faire à manger, ils se nourrissent mal. Donc, nous, on leur offre des repas équilibrés pour leur aider à maintenir de saines habitudes alimentaires et par le biais, possiblement, de maintenir une meilleure santé physique. Et, à l'autre bout, c'est ça qui peut contribuer à les maintenir à domicile le plus longtemps possible. Le service de popote roulante, c'est pas uniquement un service de repas. Souvent, les personnes qu'on dessert, ce sont des personnes seules. Et puis, le fait que le bénévole se rende au domicile de la personne, ça assure une présence à la personne. Souvent, le bénévole, quand il livre son repas, c'est la seule présence que la personne a dans sa journée. D'accord, oui. Et également, ça contribue à offrir une certaine sécurité aux personnes qui sont desservies. Lorsqu'on les inscrit au service, on s'assure toujours d'avoir le nom de personnes contact à qui on peut référer aux besoins. Parce qu'il peut arriver, lorsque le bénévole aille à un domicile pour livrer son repas, que la personne ne s'y trouve pas. Donc, nous autres, c'est de notre responsabilité de faire en sorte d'essayer de localiser la personne, de savoir pourquoi elle n'est pas à la maison. Donc, à ce moment-là, surtout pour les enfants de ces personnes-là l'apprécient grandement parce que souvent, les enfants sont à l'extérieur de la région et puis en sachant qu'il y a quelqu'un qui se rend au domicile de leurs parents sur semaine, c'est rassurant. Donc, c'est un triple mandat, si on veut. Nourriture, mieux se nourrir, avoir une présence. Et puis assurer une certaine sécurité à la personne. Vous devez vous rapprocher beaucoup des personnes que vous desservez. Vous devez devenir près d'eux. Oui, on est assez près d'eux. Puis également, si on peut faire des signalements, si une personne demeure toujours chez elle seule, puis que le bénévole se rend compte de certaines choses qui peuvent mettre en cause la sécurité de la personne. Il y a des personnes qui sont en perte d'autonomie cognitive. À ce moment-là, ça peut être dangereux pour la personne elle-même de rester à la maison seule. Et à ce moment-là, on peut faire des signalements au CLSC. Et puis, il y a des travailleurs sociaux qui peuvent se rendre au domicile pour faire une évaluation plus complète de la personne. D'accord. On offre également un service d'accompagnement transport. Notre service est offert pour des motifs médicaux et pour l'épicerie aux 2 semaines. Donc, des motifs médicaux, on pense à des examens à l'hôpital, des rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, chez l'optométriste. En tout cas, tout ce qui touche le médical, on peut offrir le service à la personne.
Très bien, puisque dans la région, il n'y a pas tellement de Ouais, transport en il y a pas commun, de beaucoup transport de en petites commun. municipalités plutôt isolées. C'est un service qui est balisé par la loi sur les services de transport par taxi. Mhm. Et nous, on est autorisé à offrir le service par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. D'accord. Il y a un article dans la loi sur les services de transport par taxi qu'on doit respecter pour pouvoir offrir le service. C'est-à-dire que comme organisme de bienfaisance, on peut offrir le service en conservant un répertoire ou un registre de tous les accompagnements qu'on réalise, où il est précisé le nom de la personne, ses coordonnées, l'endroit où elle est allée, le motif de son déplacement et le nom du bénévole qui l'a accompagné. Donc ça, c'est une des conditions. Et l'autre condition, c'est que les personnes qui effectuent les accompagnements, qu'elles ne soient pas rémunérées, mais plutôt compensées pour les frais d'utilisation de leur automobile. D'accord. Donc, ça, c'est les deux principales conditions. Et à ce titre-là, le ministère nous autorise à effectuer le service de transport. Je dois dire également que notre service, ce n'est pas un service de taxi. Mhm. C'est un service d'accompagnement transport. Et le bénévole accompagne la personne tout au long de son rendez-vous. C'est-à-dire le bénévole peut lui apporter une aide physique Pour se rendre à la clinique. mineure, là, si la personne a des problèmes dans ses déplacements. Ou pour ce qui est des personnes en perte cognitive, le bénévole est là pour aider la personne à se localiser dans les établissements. Question d'espace-temps. La personne, souvent, ne serait pas nécessairement en mesure de se rendre au local où elle a un examen ou un rendez-vous. Et pour respecter l'heure du rendez-vous aussi, le bénévole est là pour la guider. Donc ça, c'est ce qui concerne notre service d'accompagnement transport. On offre également le programme Vie active. Mm-hmm. On est mandaté comme organisation pour assurer le déploiement de ce programme. C'est un programme qui vise à favoriser la pratique d'activités physiques chez les personnes de 50 ans et plus. Donc, le CI3S développe des programmes, des routines d'exercice adaptées à des personnes de 50 ans et plus. On a une conseillère Vie active qui travaille pour nous, dont le mandat est de développer des groupes sur le territoire. Et ces groupes-là sont animés par des ressources bénévoles, des animatrices. Donc, notre conseillère forme les animatrices pour qu'elles puissent réaliser les activités dans leur secteur respectif. Actuellement, on doit avoir quelque chose comme 25 groupes sur le territoire qui ne sont pas nécessairement en opération compte tenu de la situation de la COVID. Là. Tout à fait. Mais normalement, les activités se font à toutes les semaines. Et puis, il y a quelqu'un de bénévole dans le groupe pour animer les séances d'activité. Selon l'état de santé, j'imagine aussi c'est adapté. C'est adapté, oui. Ouais. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on offrait des services aux proches aidants d'aînés. Mm-hmm. En termes de services offerts, on a une intervenante qui offre du soutien psychosocial individuel, soit par téléphone ou en personne. Elle organise également des cafés-rencontres pour les proches aidants et des groupes de soutien où différents thèmes sont abordés. Donc, ça permet aux participants de se rencontrer, de partager des situations vécues ensemble. Notamment, ça a un effet dynamisant dans le groupe. Pour ce qui est des services aux proches aidants, on a également développé un programme qui s'appelle le programme Un temps pour soi. Il s'agit d'un programme d'activité structurée qui s'adresse à des personnes en perte d'autonomie, mais pas suffisamment en perte d'autonomie pour pouvoir être admissibles en centre de jour. Donc, on offre à ces personnes-là, on a 5 groupes sur le territoire, et puis on leur offre des activités de stimulation cognitive, des activités physiques, genre vie active, qui sont adaptées aussi, et puis on leur offre des activités ludiques
ludiques pour favoriser leur coordination motrice. Donc, la réalisation de ces activités-là, comme je l'ai mentionné, c'est des services aux proches aidants qu'on offre principalement. Donc, pendant que les personnes sont en activité, ceci permet aux proches aidants de bénéficier d'un répit. Un répit qui peut être, qui est de la durée de l'activité. D'accord. Donc, on sait que le statut ou la situation de proche aidant, c'est quelque chose qui est assez lourd à porter. Et si la personne ne cherche pas d'aide, elle peut en arriver elle-même à affecter sa propre santé physique et psychologique. Tout à fait. Donc, le fait de pouvoir bénéficier occasionnellement de répit, ça peut la supporter dans ce qu'elle vit. Ça peut faire un grand bien. Oui. Également, en termes de services, on a des téléphones et des visites d'amitié qui sont réalisées. Et puis également, des repas communautaires pour la population de localité. Et finalement, les téléphones, les visites d'amitié puis les repas communautaires, c'est pour permettre à des personnes qui sont souvent isolées, pour leur permettre de socialiser, principalement, et de briser leur isolement. Essentiellement, donc... Vous faites beaucoup. On a fait beaucoup. Oui. Mais tout ça, est-ce qu'il y a des coûts reliés à ça? Oui, pour ce qui est des services comme la papatoulante, évidemment, les personnes paient leur repas. Donc, nos repas sont à 8,50 $. Ce sont des repas qui comprennent le mets principal, la soupe, le dessert. Par contre, la personne a le choix là, de prendre ou non la soupe et le dessert. Si elle ne les prend pas, c'est 50 cents de moins sur le coût du repas. On a un menu là, qui est établi sur 2 mois. C'est-à-dire qu'à chaque jour de service, c'est quelque chose, un repas qui est différent, qui va être servi aux personnes pendant ces 2 mois-là. Les services sont offerts les lundis, mercredis et vendredis. Et puis, on peut quand même offrir un repas additionnel à la personne qui souhaiterait avoir son repas pour le lendemain. Donc, à ce moment-là, le jour de livraison, au lieu de lui livrer un seul repas, on lui livre 2 repas. D'accord. Pour ce qui est des services d'accompagnement transport, là aussi, il y a des coûts, évidemment, parce que le bénévole utilise son automobile pour réaliser les accompagnements. On a des accompagnements qui sont locaux, c'est-à-dire à l'intérieur des limites du territoire, de la municipalité. Et à ce moment-là, le coût est un montant forfaitaire. À titre d'exemple, pour Thetford, le forfaitaire est de 10 $. Sauf que nous, comme organisme, on supporte 3 $ pour compenser le bénévole. Et puis, l'usager paie 7 $. D'accord. C'est quand même très accessible. C'est très Étant donné accessible. que la personne reste en plus avec oui, elle est là pour l'accompagner. l'usager. Ouais. Et puis, pour ce qui est des accompagnements qui se font à l'extérieur du territoire, on peut penser à Lévis, Québec, Montréal, la Beauce et autres. À ce moment-là, c'est un taux au kilomètre qui est facturé. Le taux est de 48 sous le kilomètre. Par contre, nous, comme organisme, à même notre financement, on assume 18 sous le kilomètre, de sorte que l'usager a à payer 30 cents le kilomètre. D'accord. Évidemment, dans la plupart des centres hospitaliers, il y a des frais de stationnement. Oui. C'est l'usager qui les défraie. Et puis, si le rendez-vous se poursuit sur l'heure d'un repas, on demande à l'usager de payer le repas au bénévole. D'accord. Et est-ce que ces coûts-là qui sont engendrés peuvent donner accès à des avantages fiscaux, par exemple, pour les usagers? Ou, pour les personnes qui sont âgées de 70 ans et plus, le gouvernement a mis en place des programmes d'avantages fiscaux, toujours dans l'objectif de favoriser le maintien à domicile des personnes. Pour les clients de la popote roulante, on leur remet annuellement un reçu pour crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'on comptabilise
le total des coûts des repas que les personnes ont pris dans l'année civile. Et puis, on leur émet un reçu qu'ils peuvent produire avec leur déclaration d'impôt. Pour ce qui est des accompagnements transport, évidemment, ce sont des frais qui sont engagés pour des services médicaux. Et à ce moment-là, lors de la production de l'impôt annuel, la personne peut comptabiliser les frais qu'elle a eus dans l'année pour ces accompagnements transports médicaux. À ce moment-là, nous, on fournit une attestation de tout ce qui a été fait pour une personne dans l'année. Il y a des clients, des usagers qui ont bénéficié d'un ou deux accompagnements, mais il y en a qui en ont régulièrement. Là. Il y a des personnes qui, notamment, qui ont des traitements à dialyse, qui doivent se rendre 3 fois par semaine pour subir leur traitement. Donc, oui. À chaque fois, c'est des montants qu'ils doivent payer. Là. Donc, ces frais-là sont admissibles à des crédits d'impôt. Est-ce que votre clientèle est nombreuse? Nombreuse, oui. À titre indicatif, j'ai sorti des données pour l'année 2019-2020. J'ai pris l'année 2019-2020 parce que c'est une année plus régulière que l'année qu'on vient de connaître, 2020-2021, avec la COVID, qui a entraîné des conséquences sur les services qu'on offre. Donc, à titre, pour donner une idée de l'ampleur des services qu'on offre, on a, en 2019-2020, on a eu 5824 accompagnements transport. Là-dessus, on en a eu 4126 locaux et 1688 à l'extérieur du territoire pour 979 personnes différentes. On a également offert des services d'accompagnement transport en centre de jour et en hôpital de jour. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui fréquentent les centres de jour après avoir été évaluées pour aller chercher des services de stimulation cognitive, physique. Donc, ces personnes-là, il y a des frais qui se rapportent à leur déplacement et nous, on a un protocole d'entente avec le CI3S pour offrir le service d'accompagnement transport à ces personnes-là ou pour les personnes qui doivent aller à l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, ce sont des personnes qui, suite à un accident ou un AVC, doivent se rendre à l'hôpital à raison de 2 fois par semaine sur une période variant de 2 à 8 semaines peut-être, pour des services de réhabilitation. Donc, nos bénévoles offrent le service à ces personnes-là. Au total, lors de cette année-là, on a rejoint 1616 personnes différentes pour nos services individuels et 369 personnes différentes pour nos activités de groupe. Une chance que vous êtes là. Vous aidez énormément de gens sur le territoire. Oui, puis nos services, généralement, sont très appréciés. Puis nos bénévoles, c'est des personnes qui ont fait le choix, souvent, de remettre un peu de ce qu'ils ont reçu de la société. Donc, ils s'investissent, évidemment, selon leur disponibilité. Là. On est très au fait de la nouvelle réalité du bénévolat. Mm-hmm. On sait que la tranche d'âge des bénévoles qu'on est susceptible d'avoir comme bénévoles, c'est des personnes qui font partie de la génération sandwich, c'est-à-dire qui souvent s'occupent de leurs parents qui sont avancés en âge et qui aussi s'occupent des enfants, de leurs enfants. Ils vont faire du gardiennage. Des gens de cœur. Alors, des gens de cœur. Merci beaucoup, M. Fortier. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on s'entretient avec un médecin de famille. À bientôt.